Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après, mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après, ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 8, la maladie du fils, première partie. Comme on était au départ au Maroc, j'ai des enfants qui ont souffert d'être au Maroc quand même. Même s'ils allaient dans des lycées français, mais autour de nous, malheureusement, on vivait avec des Marocains, c'est aucun miracle. Et bon, Anne, elle est partie assez rapidement à Paris, et David avait des amis marocains, des amis anglais, et il aime bien rencontrer les gens. Enfin, à cette époque-là, c'était comme ça. Mais quelque part, quand on a dit, par exemple, qu'on rentrait en France, il était heureux comme tout. Parce qu'il nous a dit, moi j'en ai marre de toute façon d'habiter ici. Il a été un peu méchant envers les Arabes, alors que, envers les Marocains, alors qu'il avait des amis marocains. Enfin, il était vraiment heureux de rentrer. Et moi aussi, j'étais heureuse. Quand il y a eu ce problème qu'il ne voulait plus aller à l'école, etc., on cherchait donc à lui trouver du travail, etc. Et on lui a fait faire une formation. Mais quelle formation? Alors c'est là qu'il a dit, moi je voudrais bien être photographe. Il nous aurait dit qu'il voulait être balayeur, on aurait fait faire une formation pour savoir manier un balai. Et il a fait un stage chez un photographe à Amiens. Ça a duré 15 jours. Au bout de 15 jours, le monsieur nous a téléphoné, il a dit, écoutez, il y a un problème avec votre fils, là je ne peux pas le garder. Il y a eu toujours des enchaînements comme ça. On a essayé plein de choses et à chaque fois, ça n'allait pas, quoi. La maladie était trop présente. Après, avec l'aide du psychiatre, on a essayé de lui faire une formation aussi. Pas une formation, mais aider des gens malades comme lui à s'insérer dans la vie normale. Et là, c'était à Berck. Et Berck, ça faisait loin pour conduire. Et là, il était dans une chambre avec un autre garçon. Je n'ai jamais su ce qu'il avait comme maladie, mais enfin, il conduisait ce monsieur-là, donc il allait mieux que mon fils. Puis ça n'a pas duré non plus. D'un seul coup, ils nous ont téléphoné en disant qu'il fallait que j'aille le chercher d'urgence. Donc je reprenais ma voiture, j'allais le rechercher, on venait. Enfin, et tout était comme ça. Ça a été comme ça, moi, pendant 2 ans, en fin de compte. Quand il a commencé justement à dire je ne veux pas aller à l'école, et il y avait des jours où il ne se levait pas de son lit. Donc moi, j'arrivais à ce qu'il se lève, avant que son père ne rentre du travail à midi, parce que quand le papa rentre du boulot puis qu'il a un grand gaillard et qu'il lui qui est toujours en pyjama, etc., c'est pas facile à vivre non plus. Et puis ça a été crescendo, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à le lever, je n'arrivais plus à lui dire ton père va arriver, il faut que tu te laves, et sinon il va te disputer, etc. Et puis un beau jour, je me suis rendu compte que quand il était dans sa chambre, il avait toujours les volets fermés, c'est-à-dire qu'il vivait dans le noir. Et c'est surtout que d'un seul coup, je me suis aperçue qu'il avait des yeux bizarres. Il avait des yeux très, très perçants, comme quelqu'un qui vit un peu dans son monde, en fin de compte. Et puis, c'est surtout qu'une nuit, on était donc couchés, et puis d'un coup, j'ai entendu du bruit. Et dans l'appartement où on habitait à cette époque-là, il y avait un vide ordure dans la cuisine. Et j'entendais toujours ce vide ordure, des choses qui tombaient, refermaient, rouvraient, etc. Et j'y suis allée voir, et là, David était passionné avec les cassettes vidéo. Il était en train de jeter ses cassettes vidéo. Donc là, je me suis dit, il y a un problème là. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça. À cette époque-là, on avait le Minitel, et pareil, en pleine nuit, comme ça, du coup, j'entends du bruit, etc. Et il y avait David qui jouait avec jouait, je ne sais pas si on peut appeler ça jouer, enfin, il était au Minitel, et il regardait des choses... c'était pas des trucs porno, mais enfin, il cherchait une compagnie, c'est surtout ça. Il cherchait à connaître quelqu'un parce qu'il était très isolé en fin de compte. Et j'étais furax parce que c'est pas possible ça. J'ai
j'ai fait une chose horrible, j'ai pris un marteau et j'ai cassé mon Minitel pour qu'il ne s'en serve plus. C'était complètement ridicule parce qu'il n'y avait pas que ça, quoi. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, il jetait beaucoup de choses, ou alors des fois j'allais en ville faire des courses, et quand je revenais, il n'était plus là, par exemple. Et où est-ce qu'il est? Parce que bon, j'allais dans la chambre, j'ai dit, bon, il est au moins habillé, parce il aurait été capable, il ne l'a jamais fait, mais partir en pyjama, par exemple. Puis, enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que je me suis dit, c'est possible, il devient fou. Notre fils devient fou, quoi. Et puis, mon mari donnait des leçons avec un professeur de maths. Et ce garçon-là, on lui avait demandé qu'il vienne donner des cours de maths à David. On essayait de trouver des solutions. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Il est venu 2 ou 3 fois. Puis la 3e fois, il a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre fils ne va pas bien du tout. Du tout. Il faudrait plutôt aller voir un psy. Donc, on a pris rendez-vous avec un psy qui nous a dit, oui, mais il est trop proche de sa maman. La maman le couve. Parce que c'était une époque où, malheureusement, c'était la faute des mères. Hein. Donc, à chaque fois, on en prend plein son grade. Et puis ça a été crescendo, c'est-à-dire que j'allais en ville avec David, je le perdais, il ne savait plus où il était. Quelqu'un me téléphonait, des gens qui nous connaissaient, ils disaient, bah tiens, il y a David qui est à notre pas de porte, il est recroquevillé, il ne sait plus où il est, il ne sait plus comment il s'appelle. J'allais le rechercher, et ça durait comme ça pendant au moins 6 mois. Et puis, c'était de plus en plus dramatique de toute façon. Et à ce moment-là, on a pris rendez-vous avec un professeur du service psychiatrique à l'hôpital d'Amiens. Et donc, il nous a reçus tous les 3. Il nous a d'abord reçus, moi et mon mari. On a discuté, on lui a expliqué tout ce qu'on avait vu de l'anormal. Après, il a dit, bon, d'accord. On est resté plus d'une demi-heure avec lui à expliquer tout ce qui se passait. Après, il nous a mis dans une salle d'attente. Il a reçu la ville assez longtemps aussi. Et puis à ce coup, il nous a rappelé, et là, il nous a dit, votre fils est schizophrène. Et on ne savait pas ce que ça voulait dire, la schizophrénie. On ne connaissait pas cette maladie-là. Donc ça a été très, très, très dur. Moi, je suis rentrée, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que c'était qu'un schizophrène. C'est un peu comme ça que j'ai appris. Enfin, on avait posé des questions aux médecins, bien sûr, mais quand c'est comme ça, on écoute ce qu'on a envie d'écouter, quoi. Et puis, mon mari l'a très mal pris, moi aussi, mais lui encore plus que moi. On est rentrés tous les deux, pas un mot. Ce qui s'appelle pas un mot. Et d'un seul coup, comme tu dirais cet appartement ici, je le vois passer là, en tenue pour aller à la pêche. Ses bottes à la main, puis pouf, il est parti. Mais toujours pas ça. Et là, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, va dans un étang, on ne sait jamais. Il souffrait énormément, Jean, énormément. Moi, je l'exprimais peut-être mal par la peur, par la crie, par dire j'en ai marre, etc. Que lui, non. Lui, il gardait tout, hein, Jean. C'est pas un homme très expansif. Et là, j'ai eu peur. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on n'avait pas que 2 voitures. Je ne pouvais pas dire que j'allais le rejoindre, parce qu'il était parti avec la voiture. Et j'ai appelé Jean-Louis. Donc, il est venu me voir, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a répondu, ton mari, il a besoin d'être tout seul. Il dit, tout à fait. Il dit, je connais Jean, il n'y arrivera à rien, mais il a besoin d'être tout seul. Il est rentré peut-être à 5h, 5h30, si tu veux. Mais sans jamais... Jean, il n'exprime pas grand-chose. Hein. Il souffrait, mais il souffrait beaucoup en silence, si tu veux. Et là, ça a été terrible, terrible, parce que il y a eu un engrenage dans la maladie de mon fils ça a été une horreur ce qui se passait. C'était une horreur tous les jours. Et puis un jour, on a dit, on ne peut pas le soigner, on lui donnait des cachets quand même pour le calmer, pour qu'il dorme mieux la nuit, etc. Enfin bon, c'était un pansement sur une jambe de bois, quoi. Et puis, on était entre les mains d'un autre psychiatre. Ce n'était pas toujours le professeur qu'on voyait à l'hôpital. Il nous avait indiqué un psychiatre à Amiens qui était pas mal du tout, qui était même très bien, ce monsieur-là. Et puis, à Beaujon, on a dit, bon, on n'y arrivera pas. Il faut absolument l'hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. Et là, c'est terrible parce que l'hôpital psychiatrique, pour nous, c'est les fous. On met les fous dans un hôpital à cette époque-là. Bon, j'ai changé d'optique depuis, bien sûr, mais sur le coup, c'est une horreur.
Donc il a été hospitalisé une première fois, pendant peut-être 1 mois et demi, et j'avoue qu'on faisait nos pieds et nos mains pour qu'il sorte de l'hôpital. Il y avait des voix qui lui disaient il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu ailles en ville, il faut que tu ailles à tel endroit. Et David, j'ai su ça après, il a été... Par exemple, il a pris le train, il s'est retrouvé à Calais, tout seul. Puis arrivé à Calais, il ne savait plus quoi faire, il a repris un autre train, mais il est revenu sur Amiens. Un jour, il était allé à Paris, mais tout ça, je l'ai su qu'après. Et David ne se regarde jamais dans une glace. Il y a toujours ce regard sur lui et le regard des autres. Ça fait partie de la maladie. Donc ça allait de pire en pire, quoi. Et quand il était vraiment en pleine crise, ça se voyait, son regard change quand c'est comme ça. Par exemple, j'allais faire des courses avec lui, parce que je faisais beaucoup de choses avec lui pour ne pas le laisser tout seul. Et d'un seul coup, je le voyais, je disais, il ne va pas bien. Mais quand c'est comme ça, il fallait qu'il rentre, qu'il s'enferme dans la chambre, et dans le noir, et dans son lit. Et tout seul. Parce que moi, j'essayais de lui parler au retour, en disant, mais David, c'est pas grave pour les courses, on verra ça demain, c'est pas urgent, j'ai encore de quoi manger. J'essayais de le sécuriser. Et une fois, le psychiatre, il m'a dit, ça sert à rien, madame, il ne vous écoute pas. Il dit, vous faites beaucoup de mal pour rien, il est dans son monde, c'est fini. Et c'est vrai qu'il était dans son monde. Et on a eu quand même des épisodes dramatiques. C'est qu'un jour, un soir, lui il était dans sa chambre comme d'habitude, et on va dans notre chambre à nous pour se coucher, et sous notre porte on a trouvé un papier en disant je vous aime beaucoup mais j'en ai marre. Et il avait voulu se suicider avec un coup de couteau. Il n'a réussi à rien, il s'est coupé un tout petit peu la veine là où il n'avait pas grand chose, mais c'est quand même une alerte terrible, quoi. C'est encore une période où on essayait de faire quelque chose. Et puis un beau jour, j'avais un neveu qui habitait en Alsace, qui a dit « Oh, je cherche un employé, j'arrive pas à trouver, etc. » Et on s'est dit « Pourquoi David n'irait pas là-bas ?» Et comme j'ai une sœur qui habitait l'Alsace, on s'est dit « Au début, il va habiter chez sa tante. » Et puis un jour, ma sœur me téléphone en disant « Oh, j'en ai marre de ton fils, je veux plus qu'il habite à la maison. » Parce qu'en plus, il rit, à chaque fois qu'on lui parlait, il rit, etc. Il riait parce qu'il entendait des voix. Mais ça, on ne savait pas encore tout ça. Et on a pris un appartement, justement pour qu'il vive tout seul sans être embêté, ma sœur et mon beau-frère. Puis un jour, il y a ma sœur qui m'a téléphoné en disant « Écoute, je suis embêtée, mais ton fils, il vient d'avoir un très grave accident. » C'est-à-dire qu'il était en mobilette sur une route et il fallait qu'il prenne de l'essence, mais de l'autre côté de la route. Et une voix lui a dit qu'il fallait qu'il traverse. Et est arrivé à ce moment-là un camion. Donc il est passé il s'était attrapé par le camion. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital pendant plus d'1 mois. Il a été gravement malade. Et suite à ça, ma soeur m'a expliqué tout ce qui se passait, qu'il y avait des choses que je ne savais pas trop. Donc je l'ai ramené à Amiens. J'ai tout mis comme j'ai pu dans ma voiture. Puis le jour même de sa sortie d'hôpital, je suis rentrée sur Amiens. Et puis là, c'était de nouveau l'engrenage, les médecins sans arrêt, les psys, on avait toujours du mal à prendre des rendez-vous. C'était pas facile, les relations avec les psychiatres. J'avoue que c'était pas facile. Ça m'est arrivé plus souvent, avec mon mari, on notait sur un papier tout ce qui n'allait pas pendant la semaine. Et le vendredi, on allait lui mettre dans sa boîte aux lettres. Comme ça, il savait, quand il allait voir, mettons, David 2 ou 3 jours après, tout ce que nous, on avait jugé de pas normal, quoi. Et c'est là, après tous ces épisodes-là, qu'on s'est dit, bon, là, il faut faire hospitaliser. Donc là, il est parti à l'hôpital psychiatrique. La première fois, il est resté à peu près 1 mois, et c'est ce que je disais. Pour nous, c'était tellement terrible qu'on disait, maintenant, il va mieux, il va rentrer à la maison, on va s'occuper de lui. On a fait un peu de nos pieds et nos mains pour qu'il quitte l'hôpital. Puis en fait, je ne vais pas dire qu'on a eu tort, on a fait ce qu'on a pu. Et puis, ça a duré comme ça pendant un rude moment. Et puis une fois, il est resté 3 mois quand même. Et au bout de 3 mois, il nous avait donné l'autorisation d'aller le chercher, mettons, le vendredi soir, et on le ramenait le dimanche soir après le repas. Donc il passait le week-end avec nous. Et tous les dimanches soirs, Jean, il se mettait à pleurer. Et j'étais en colère, puis un jour, je lui ai dit, écoute, c'est fini, je ne veux plus que tu viennes avec nous, c'est moi qui vais ramener David à l'hôpital. Et ma colère n'était pas passée, si tu veux. Donc j'ai ramené David, ce qui n'était pas facile, parce qu'à chaque fois, il disait, vous m'amenez chez les fous. Bon. Et je suis rentrée, et Jean, il était... Je ne sais pas, tu pleurais encore, mais enfin, tu sentais qu'il était retourné, quoi.
Et d'un seul coup, j'ai dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien vis-à-vis de David. Il faut qu'on soit fort pour lui. Il faut pas lui montrer parce qu'il va pas comprendre. Tu pleures. Puisque tu pleures, pourquoi tu m'emmènes à l'hôpital? Garde-moi. Puisque tu es malheureux, garde-moi avec toi. Et puis, je sais plus ce qui se passait. Les paroles, ça en vient à une autre. Et puis, d'un seul coup, je me suis mis en colère. Après Jean, j'avais une table roulante. J'ai attrapé la table, j'ai tapé avec la table roulante sur la table. J'avais fait un trou d'ailleurs sur ma ancienne table. Et j'ai pris ma voiture, je suis partie. J'ai dit, il va falloir qu'il réfléchisse. Et là, je suis partie, j'ai fait le tour de pâté de maison, puis après tu dis, et alors je vais aller où? À 10h du soir, puis je suis rentrée, quoi. J'avais peut-être une force vis-à-vis de mon fils, de sa maladie, plus forte que celle de mon mari. Lui, il ne la supportait plus. Il ne la supportait plus du tout. C'était un homme qui était détruit. Il disait toujours, s'il avait un cancer, on pourrait se battre. Il dit, là, on se bat. C'est un fantôme qu'on a devant nous, on ne peut pas l'aider. Et les médecins non plus ne pouvaient pas l'aider. Les psychiatres, ils étaient, enfin, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais démunis, mais complètement démunis, quoi. Mais c'était quand même une époque qui maintenant doit être résolue, je pense, enfin j'espère. C'est-à-dire que, forcément, je vais dire presque tous les jours, le voir. Et une fois que je suis arrivée, il était dans un état de crasse, il se sentait mauvais, etc. J'appelle l'infirmier et je dis, mais comment ça se fait que David il pue comme ça? Ah ben il dit, vous savez, c'est pas facile. C'est vrai que prendre une douche, ça paraît pas, mais c'est fatigant. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne se douchent plus, parce que ça fatigue prendre une douche. Et eux, malades, pour eux, c'était très fatigant. Et même David me l'a expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il était des fois 3-4 jours sans se doucher, sans se laver. Il dit, c'est parce que des fois j'étais en voiture avec toi que tu me disais, mais tu pues David, c'est pas possible. Il dit, oui, forcément, parce que je ne me lavais plus. Et une fois, je leur avais dit, je me souviens, cette infirmière, j'ai dit, mais attendez, la guérison d'un malade, même mental, passe aussi par l'hygiène. Je dis, mais même s'il n'est pas content, même si c'est fatigant, il faut quand même qu'il se lave. Il dit, oui, madame, on n'y arrive pas. Ou peut-être par manque de personnel, ou parce que, bon, c'est vrai qu'ils n'y arrivaient peut-être pas, quoi. Aux 50 ans de mon mari, on devait faire la fête, bien entendu, et la veille ou l'avant-veille, je vais en ville avec lui pour, je ne sais plus quoi, peu importe, faire une course. Et puis, bon, j'entre dans le magasin avec lui, je sors du magasin, puis d'un coup, je dis, où est-ce qu'il est, David? David, d'un coup, était parti. Il y a une voix qui me disait qu'il fallait qu'il parte. Voilà. J'ai passé l'après-midi à le chercher. Et ça nous est arrivé des fois le soir de s'apercevoir qu'il n'était plus dans sa chambre et qu'on ne le trouvait pas. On faisait la vie d'un mien. Un jour, on a même appelé la police parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, on va le retrouver au fond de la Somme, ou sous un train ou un truc comme ça, quoi. Et puis de temps en temps, il y avait des gens qui nous téléphonaient, qui nous connaissaient, du tennis, etc., qui disaient, David, il est là. J'allais le chercher, il était recroquevillé dans le coin d'une maison comme ça. Puis, c'était vraiment une petite chose de rien du tout, quoi. Donc après, au bout de 3 mois, il est revenu. Et là, on a essayé de le mettre dans un appartement. Parce qu'on s'est dit, attention, nous, on vieillit. Un jour, on sera vieux, on ne pourra plus non plus s'occuper de lui. Et moi, j'avais l'exemple d'un couple, lui était médecin d'ailleurs, et la maman n'avait jamais voulu se séparer de son fils. Donc c'était une horreur ce qu'il vivait. Parce que moi, j'ai toujours dit que je ne pouvais pas vivre avec David. Et j'avais fait partie à cette époque-là d'une association, ce qui s'appelle l'UNAFAM, qui s'occupe justement, non pas des malades, mais des parents des malades. C'est-à-dire que ça permet aux parents de pouvoir se libérer, ne serait-ce qu'une après-midi, on faisait ça l'après-midi, pour eux aller chez le coiffeur, au cinéma, faire des courses, peu importe, quoi, pour être au moins 4 heures sans être avec leur enfant. Première fois, on y va, bon, il y avait encore des parents qui viennent y voir, parce qu'on ne sait jamais, hein. Et puis, deuxième fois, on voyait encore les parents, puis un beau jour, on dit, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne veut pas de parents, justement. On fait ça pour que vous soyez libres. Alors, si vous venez, alors que nous, on s'occupe de vos enfants, ça ne sert à rien. Et puis, j'étais devenue même secrétaire, je crois, de cette association-là. Et puis, un jour, au cours d'une réunion comme ça,
Je leur ai dit, écoutez, ce qu'on fait là, on se donne beaucoup de mal. On était 3 ou 4 personnes à le faire. Et vous venez toujours. Donc on va être obligé d'arrêter parce que c'est pas possible, quoi. On essaie de vous aider, mais vous, en fin de compte, vous refusez notre aide. Et il y a une dame qui était à cette époque-là plus âgée que moi, qui s'est levée, qui a dit, oh madame, vous verrez, parce que vous êtes jeune, enfin jeune façon de parler, dans la maladie de votre fils. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 15 ans, 20 ans qu'il était malade. Elle dit, vous verrez, quand vous arriverez à mon âge, avec les années que vous allez passer avec votre fils, vous comprendrez ce que c'est. Et à ce moment-là, je l'ai regardée, je la remercie encore maintenant, j'ai dit, jamais je serai comme cette femme-là. Parce que moi, je ne veux pas être la mère d'un enfant handicapé et fière d'être la mère d'un enfant handicapé. Je dis, moi, je le ferai vivre normalement, mon fils. Que les gens soient contents ou pas, il faudra qu'il vive normalement. L'expression fière d'être parent handicapé me revenait souvent. Ils sont dans le handicap de leur fils et puis il ne faut rien pour en sortir, quoi. Voilà. Moi, je voulais en sortir. Donc, j'ai donné ma démission, puis je ne m'en suis plus jamais occupée. Je me levais le matin, je faisais mon ménage, je préparais la soupe, enfin, je faisais les courses, sachant que l'après-midi, de toute façon, j'allais être prise. J'allais ramener du linge, je lui lavais son linge, je le repassais, je lui ramenais son linge. Enfin, j'ai l'impression de vivre que comme ça, quoi. D'autant plus, si tu veux, que j'avais à ce moment-là ma fille qui s'était mariée, j'avais un petit-fils, et j'allais, enfin souvent, oui, j'allais assez souvent à Paris, parce qu'elle travaillait, son mari travaillait. Je ramenais l'enfant des fois pour passer des vacances, des trucs comme ça ici. Donc j'ai jamais été partagée. J'ai toujours, je m'occupais de mon fils, mais je m'occupais en même temps de mon petit-fils. C'était nécessaire. Ça a été nécessaire. Et je me souviens d'une scène qui me marque encore maintenant. C'était une période où on donnait beaucoup de cachets à David, le matin, le midi, le soir. Et on avait beaucoup de difficultés à lui faire avaler ses cachets parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. Parce que lui il ne se voyait pas malade. Et un beau jour, c'est même aperçu qu'on lui donnait, on lui mettait dans la main un verre d'eau, puis je ne sais pas pourquoi, on n'assistait pas à l'avalement du cachet. Et une fois ou deux, j'ai retrouvé les cachets dans le lit, par exemple. Et je me souviens, un matin, j'avais mon petit bout de chou, là. Je suis partie le matin. Bon, cet enfant-là, il était déjà levé, il avait eu son biberon, etc. Et j'ai dit, tiens, on va aller réveiller tonton, et puis on va lui donner ses cachets. Parce que pour l'enfant, c'était naturel. C'est pas qu'il ne comprenait pas, mais c'est tout. C'était David, il était comme ça, au point. Et j'arrive dans la chambre avec le petit bébé, là. Et puis, d'un seul coup, il a pris les cachets dans ma main. Puis il les a tendus à son oncle en disant, tiens, tonton, il faut que tu les prennes tes cachets, comme ça tu seras plus malade. Il lui a dit. Donc il savait qu'il était malade. Bon, il avait dû nous entendre quand même. J'ai un souvenir de cette scène, c'était horrible. Horrible pour le bébé. Pas pour moi, ni pour David, c'était horrible de cet enfant qui n'avait que 3 ans et qui avait compris. Il avait, oui, même pas 3 ans en fin de compte. Il avait compris qu'il fallait qu'il prenne des cachets parce qu'il était malade. Il a vécu avec ça. Vous avez vécu avec la maladie de votre oncle. Je te vois encore. Mais si tu veux, ça nous a aidés d'avoir un petit-fils. Franchement, ça nous a aidés. Parce que pendant qu'il était là, on disait toujours, on est obligé de rire avec un bébé. Même si j'avais mon fils qui était dans la chambre à côté en pleine crise de démence, parce que c'est de la démence, et ben nous on riait avec notre petit garçon. Et ça nous faisait du bien en fin de compte.